Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. C'est en Corse que je vous retrouve aujourd'hui. J'ai très envie de vous faire découvrir une charmante ville de la Balagne, l'île Rousse. Lorsqu'on prend un peu de hauteur, on la reconnaît tout de suite avec ces deux îles attachées à la vieille ville. Et pour la découvrir, j'ai pris rendez-vous avec Stéphane Pergola. Stéphane, c'est un enfant du pays. Il a grandi à l'île Rousse, il est devenu professeur de Corse et récemment, il a écrit un livre qui retrace l'histoire de la ville et de ses habitants. Alors, je vous propose une balade entre l'histoire de Stéphane et l'histoire de celle qu'on appelle en Corse Isula Rosso. Stéphane, je crois qu'on est dans l'endroit qui a donné son nom à la ville, finalement. L'île Rousse, c'est à cause de cette couleur, non? C'est à cause de cette couleur, oui, c'est ces îles de porphyre, donc c'est ce granit rouge que vous voyez, enfin roux, sachant qu'il y a deux îles. La première que l'on voit ici, c'est l'île qui s'appelle Salette. Ouais. Et ici, on est sur l'Isola Grande, donc l'île de la Pietra. Isola Grande, ça veut dire la grande île. La grande île, avec bien sûr la tour génoise qu'on a juste à côté de nous. Et la Calvi. Et là, plus loin, tout au fond, Calvi, voilà, la rivale de l'île Rousse, la rivale génoise de l'île Rousse. Alors justement, cette tour génoise, elle est importante parce qu'elle raconte aussi un peu l'histoire de la ville et même un peu l'histoire de la Corse finalement. La tour génoise, c'est le milieu 16e, quand les Génois décident d'armer la Corse de toutes ces tours littorales. Et bien sûr, l'île Rousse n'y échappe pas. Et on peut dire que c'est la première construction toujours visible, toujours en état de l'île Rousse. Pourquoi et comment les Génois y sont venus ici? Alors, les Génois, en fait, ont eu toujours cette rivalité maritime avec Pise. Et Pise, très tôt, a administré la Corse au XIe siècle. Et bien sûr, Gênes s'est emparé de la Corse lors d'une bataille maritime qui a été très célèbre au large de l'Italie. Ça a été la bataille de la Mélorie en 1284. Et Gênes prend possession petit à petit de la Corse. Et bien sûr, fait ces fameuses citadelles que l'on voit à Calvi, que l'on voit par exemple à Bonivage, ça a été les deux premières citadelles. Alors pourquoi l'histoire des tours génoises? C'est parce que tout simplement, milieu 15e, Constantinople est pris par les Turcs. Ouais. Et les Turcs, bien sûr, c'est les grands ennemis maritimes, les grands ennemis des Génois. Et la réponse, je dirais, à la prise de Constantinople, c'est l'édification des tours génoises en Corse. D'ailleurs, on n'appelle pas ça les tours génoises à l'époque, c'était des tours de défense. Il y en a 90 en tout, on en fait 90, sachant que pour faire une tour, il faut un an. Et que les tours d'île Rousse ont été faites, ça a été les premières qui ont été faites au début 16e. Ils en ont fait une centaine, les Génois, à cette époque-là, au 16e. Qu'est-ce que ça fait de grandir dans un village comme ça? Moi, j'ai vécu dans ce quartier-là, c'est-à-dire le quartier de la mairie, le quartier de la gare. Ouais. Tout jeune, mon grand-père étant pêcheur, j'ai grandi ici. Et bien sûr, je dirais, c'est enraciné en nous parce qu'en fait, on a besoin de voir l'horizon, de voir la mer. C'est quoi tes plus beaux souvenirs ici d'enfance? Mes plus beaux souvenirs, c'est quand mon grand-père, qui avait sa barque de pêcheur au port, nous amenait, je dirais, derrière la gare, dans un petit coin, une petite crique qu'on appelle Percibine. Nous amenait en barque avec mes cousins et on allait pique-niquer, je dirais, sur la plage, dans la petite crique là-bas. Et bien sûr, de me rappeler tout ça aujourd'hui, c'est merveilleux parce que ça n'existe plus qu'au fond de ma mémoire. Ce port où pêchait le grand-père de Stéphane, on le doit à une figure historique pour les Corses, Pascal Paoli. Premier général de la nation corse, il s'est engagé au XVIIIe siècle dans la lutte contre les Génois dont nous parlions tout à l'heure. Pascal Paoli, ça a été le créateur de la ville, donc ça a été celui qui a voulu se révolter, qui a créé un État, je dirais, indépendant au XVIIIe siècle, qui a voulu se révolter contre les Génois, contre l'oppression des Génois que faisaient sur les Corses. Paoli arrive au pouvoir en 1755, donc il est élu général, je dirais, de la nation corse en 1755, et il faut tout organiser, c'est-à-dire qu'il faut organiser un État vraiment indépendant, et il faut vraiment se détacher des Génois, puisque les Génois sont un peu mis de côté. Il y a toujours des Corses qui, au milieu du XVIIIe, sont pour les Génois, les seigneurs, mais il y a aussi des Corses qui voulaient être du côté de Paoli. Et bien sûr, il y a toute cette mouvance qui commence à naître au milieu du XVIIIe. Et l'île Rousse fait partie
de cette révolte, c'est-à-dire on veut créer, je dirais, un port pour couper le commerce aux Génois. Pascal Paoli ne réussira pas dans son dessein de libérer les Corses des tutelles étrangères. Endettée, la République de Gênes vendra la Corse à la France et c'est d'un autre Corse à l'ambition illimitée que l'histoire retiendra le nom. Paul, il était plutôt dans l'ombre de Napoléon. C'est-à-dire que Paul est revenu un petit peu dans la tête des Corses, dans le discours des Corses au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a voulu se réapproprier un peu l'histoire de la Corse, qui était beaucoup mise de côté, je dirais, au XIXe, parce que c'était l'époque où la Corse devenait française. Donc il a fallu s'approprier, il a fallu que les Corses s'approprient la culture française et l'histoire de la France. Et un petit peu au détriment de l'histoire de la Corse, et Paul y a été mis un petit peu sur la touche, et donc le XXe a correspondu à toute cette réappropriation, et ce qui a motivé d'autant plus le pléthore de livres qui sont sortis sur Paul, ça a été le renouveau culturel des années 70, où la Corse commence un petit peu à se réapproprier ses valeurs, sa culture et sa langue, et on a commencé à s'intéresser à l'histoire de la Corse. Revanche sur l'histoire, Pascal Paoli est très populaire aujourd'hui. Avec les philosophes des Lumières, il est celui qui défendit des siècles avant les autres le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Désormais, il est plus que jamais considéré comme le père de la nation corse. Et c'est dans les petites rues de la vieille ville que nous continuons notre balade sur les traces de l'enfance de Stéphane. La place du Canon, pourquoi elle s'appelle comme ça Alors la place du Canon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est des militaires ou non, quoi? c'était pas militaire. C'est une place militaire, mais c'était pas un canon militaire. C'est tout simplement un canon d'eau. C'était la place d'Île-Rousse du temps où ça a été construit par Paoli. Donc c'est une place qui date de 1789. Avant c'était le centre 1790. C'était le centre de l'Île-Rousse, là, voilà, de la vieille ville. D'accord. C'est le centre de la ville historique. Alors c'est mignon parce qu'il y a des petites ruelles, là il y a une arcade. Alors juste devant nous, il y a la rue de Nuit. Alors la rue de Nuit, pourquoi? Parce qu'il n'y a que 15 minutes de soleil par jour. C'est une rue vraiment très très fermée. Très étroite. Oui, parce que l'immeuble est très haut là. Alors là, on se trouve au pied de la plus haute demeure familiale de la vieille ville. C'est une maison qui a eu plusieurs époques, plusieurs constructions, mais une époque très très remarquable, c'est 1824. C'est la maison des Savilles. C'est des grandes demeures familiales. Et toi, tes souvenirs ici, c'est quoi? Ah ben moi, des souvenirs ici, quand j'étais gamin, je venais à l'époque, je venais acheter des gâteaux, puis ma grand-mère venait acheter essentiellement ces gâteaux-là. C'est-à-dire que c'était l'époque, il y avait des épiceries. Moi, j'ai grandi dans cette vieille ville. Et pour l'anecdote, quand j'étais petit, je n'avais pas le droit de dépasser la fin de la rue qui est juste au bout là-bas. Ah. C'était ma limite, donc je n'avais pas le droit d'aller plus loin. C'était la limite de la vieille ville. Après, c'était la nouvelle ville. Petite parenthèse avant de continuer, si vous passez à l'Île-Rousse, je ne peux que vous conseiller de rentrer dans cette délicieuse biscuiterie. Et n'hésitez pas à passer le bonjour de ma part. En continuant notre visite, on arrive aux Halles. Et là aussi, Stéphane a des souvenirs d'enfance. Elle se mettait où ta grand-mère? Alors ma grand-mère ici, quand elle vendait le poisson, elle a vendu des années, le poisson ici se mettait tout au fond du marché. Il faut imaginer qu'à l'époque, on leur avait fait des installations, des petites tables en ciment pour qu'elles puissent vendre leur poisson. Alors au départ, c'était quoi ici? Alors à l'époque, il n'y avait rien du tout, c'était une place où il y avait un point d'eau et c'était, je dirais, les portes d'entrée de la ville, les portes d'entrée de l'Île-Rousse, à tel point qu'il y avait, je dirais, l'octroi, il fallait payer pour vendre ses marchandises ici. Et plus tard, je dirais, donc on a fait, au milieu 19e, on a fait ce marché couvert. Alors, on va parler un petit peu de ton livre, Stéphanou. Oui, alors Stéphano, voilà, qu'on prononce. Stéphanou. Voilà. Lissoula. Moi, ce qui m'a impressionné dans ce livre, c'est le nombre de documents photographiques. C'est génial, c'est une mine de Eh bien, on se dit toujours, moi j'ai voulu partir de l'histoire, mais je n'ai pas voulu faire un livre historique dans le sens récit où je parle de la préhistoire jusqu'à maintenant. J'ai voulu que ce soit axé sur le visuel, donc j'ai pris des cartes postales anciennes et on voit vraiment l'Île-Rousse comment elle était, je dirais, dans les années d'après-guerre, par exemple. Et un aller-retour entre les cartes postales et les archives et les livres que j'ai à la maison. Voilà, un peu rassemblé, comme un puzzle en fait, rassembler des informations. Il y a des photos de ta famille? Il y a les photos de ma grand-mère dedans, alors à la fin du livre. Donc ça, c'est mes oncles et tantes et mes grands-parents. Voilà, donc là, il y a mon grand-père et ma grand-mère. Voilà ma grand-mère qui vendait le poisson sur... Elle est belle, dis donc. Voilà, et là, c'est mes oncles et tantes, donc c'est la famille, voilà. La famille réunie, c'est génial. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais, parce que bon, là je commence presque à devenir bilingue, là, évidemment, à lire ton livre. Non, est-ce que tu pourrais m'apprendre quelques mots? Alors, on peut tout simplement dire, je suis d'Île-Rousse, Sod-Île-Isoire. Ça, c'est facile à dire, tu peux le dire. Sod-Île-Isoire. Sod-Île-Isoire. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Je fais une promenade à l'Île-Rousse. Faccio una spazigliata. Faccio
Faccio una spaziata Una spaziata all'isola, all'isola. in bella compagnia, par exemple. Une bella compagnia. Voilà. Là, je pense que je suis en train de dire du bien de toi. Non Voilà. C'est vrai que c'était une balade en très belle compagnie. On a appris beaucoup de choses grâce à Stéphane. Et si vous voulez en savoir plus sur son livre et l'histoire de l'île Rousse, on se retrouve sur terredefrance.tv. Avant de se quitter, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça se passe sur les hauteurs de la vieille ville, dans l'église de la Miséricorde. Fred, merci pour ce qu'on vient d'entendre parce que c'est très émouvant. Moi, il y a une question que je me pose souvent. De quoi ça parle ? Ah, alors ça parle de différentes choses, assez communément quand même de notre amour, on peut dire, pour notre terre et pour la terre en général. Donc il y a beaucoup de thèmes liés. Il y avait une chanson qui parlait de la montagne. Oui. Le Monte Grosso, qui est la montagne qui surplombe Calenzane et qui est le village berceau un peu du groupe, puisque c'est là qu'en 1994, nous avions fait notre premier concert. C'est des chants qui sont traditionnels ou bien il y en a des nouveaux qui sont écrits il y a un répertoire Nous, on travaille à un répertoire de création, donc c'est D'accord. uniquement des créations. L'empreinte, elle est forcément traditionnelle parce qu'on se réfère à ce qui nous a un peu bercé. Mais elle est aussi complètement universelle parce que c'est un mélange de ce qui nous a fait vibrer ici et puis de tout ce qu'on peut écouter tout au long de notre vie. Donc c'est des créations qui sont, je pense, avec une forte empreinte corse. Et vous produisez où ? Mais on se produit un peu partout où on nous invite. Sachant que la particularité du Fiado Montese, quand même, c'est que le groupe existe depuis bientôt 25 ans et c'est un groupe amateur. D'accord. C'est-à-dire que pour la plupart, on s'est rencontrés, on était lycéens. Et on a fait le choix de jamais devenir professionnel de la musique. Et toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu es au milieu de ce groupe ? Parce que moi, j'étais juste un tout petit peu en retrait, mais par exemple, je sentais ma chaise vibrer. Donc je me dis, être au milieu de ça, ça doit être particulier quand même. Oui, c'est très particulier. Moi, je ressens vraiment beaucoup de plaisir. Je le dis en toute sincérité. Je ressens vraiment beaucoup de plaisir à faire de la musique dans ces conditions, dans cette formation, avec ces voix, avec cet ensemble. Mais du coup, c'est merveilleux parce qu'à la fois, vous perpétuez une tradition, mais en même temps, vous l'agrémentez de nouvelles choses et c'est comme ça que ça vit en fait. Mais je pense que c'est la définition d'une tradition, ce que tu viens de dire en fait. Tout simplement. Je vous laisse profiter encore quelques instants de ces magnifiques voix du groupe Fiado Montese. Et pour en écouter davantage et prolonger le plaisir, je vous retrouve sur terredefrance.tv. Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France.